Bonsoir à tous et bienvenue. La faim dans le monde est revenue sur le devant de l'actualité avec la crise alimentaire qui frappe le Nigeria, le Soudan du Sud, le Yémen et la Somalie. Dans son encyclique Laudato Si, le pape François nous invite à une véritable conversion écologique en repensant notre lien à la nature et à la création. Cette conversion écologique, si elle est vraiment vécue, peut-elle éradiquer la faim dans le monde ? Avec nos partenaires du CCFD Terre Solidaire, on va parler ce soir d'agroécologie, une agriculture respectueuse de l'environnement qui prend en compte l'homme dans toutes ses dimensions. On en verra d'ailleurs un exemple au Mali. Alors avec nous ce soir, j'accueille Sylvie Bucari de Pontual. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes présidente du Comité catholique contre la faim et pour le développement, le CCFD Terre Solidaire, depuis le mois de septembre. C'est la première fois que vous venez sur notre antenne. Bienvenue. Merci. Alors on sait que le CCFD est très attentif à l'application de l'encyclique Laudato Si. Dites-nous un petit peu pourquoi les chrétiens doivent-ils veiller à déployer ces modes de culture-là, respectueux de l'environnement ? Alors peut-être saluer Laudato Si, qui a été un formidable encouragement pour le travail mené depuis tant d'années par le CCFD Terre Solidaire, parce que l'encyclique a cette intuition magnifique d'articuler au fond changements sociaux, évolution sociale et changement de transition au fond écologique, environnementale, en articulant les deux et en montrant que ce sont finalement les clés pour combattre la pauvreté, pour combattre la faim, pour combattre les inégalités. Et dans ce contexte qui finalement est une manière d'appréhender globalement l'homme, l'être humain dans la création, au fond, la question de l'agroécologie, donc une manière de cultiver différente, nouvelle, plus proche au fond des populations agricoles à l'échelon plus familial, plus soucieuse de développer des techniques agricoles qui finalement respectent mieux la nature, protègent mieux l'environnement, qui essaie également de permettre à ces populations d'agriculteurs et leurs familles d'avoir un certain contrôle sur les marchés agricoles et donc sur les prix agricoles, sur la manière dont ils peuvent se mettre en réseau directement avec les consommateurs. On voit qu'il y a là une approche finalement d'une agriculture beaucoup plus saine qui permette à ces populations de prendre en main véritablement leur vie de manière autonome tout en permettant de développer leur environnement. Alors à vos côtés, j'accueille Monseigneur Sébastien Mouyengo. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Vous êtes évêque d'Uvira en République démocratique du Congo, dans le sud Kivu. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes président de la CERN, la commission épiscopale pour les ressources naturelles. Alors votre pays, la RDC, on en parle nous régulièrement ici sur notre antenne. Elle est traversée depuis 20 ans par des conflits armés. En ce moment, c'est l'incertitude concernant l'avenir politique de votre pays. Oui. Les évêques se sont d'ailleurs mobilisés pour tenter de trouver une issue à cette crise. Et j'imagine que dans ce contexte, finalement, l'agriculture passe peut-être au second plan. Est-ce que c'est le cas ? Au second plan, non, parce qu'on mange tous les jours. C'est par contre une préoccupation, parce que là où il y a des conflits, là où il y a des guerres, et je suis heureux que le pape François soit revenu là-dessus, il n'y a pas que l'homme qui souffre, il y a toute la création. J'ai beaucoup aimé cette encyclique, j'y ai moi-même travaillé. Vous y avez travaillé ? Oui. D'accord. De quelle manière, comment est-ce que vous y avez contribué ? Bien, je vais y arriver. J'étais impressionné d'abord qu'à peine sortie, l'encyclique a été suivie par les travaux de la COP 21. Je me suis posé la question, est-ce que le pape a consulté le monde ? Mais ce qui est vrai, c'est que, et c'est ça le sous-titre de l'article qui a fait l'objet de beaucoup de conférences, dans les cas de pas intellectuels, mais dans les cas de vulgarisation. J'avais intitulé la conférence, l'article, de l'encyclique Laudato Si
à la COP 21. L'Église et le monde pour la sauvegarde de la création. J'étais heureux que finalement, l'Église et le monde, c'est-à-dire les politiciens, parlent finalement le même langage. Pour prendre conscience qu'effectivement, si on ne fait rien, l'humanité, qui comprend à la fois l'homme et la création, l'humanité est en danger. On dépasse le cadre des chrétiens. Oui, et j'ai aimé que le pape fasse cette approche globale. Parce que le problème est où? On a trop séparé l'homme de sa nature. Et nous autres, Africains, nous sommes vraiment à l'aise dans cette encyclique quand on voit cette approche globale. C'est moi, un enfant qui naît à côté d'une rivière, d'une montagne, considère cela comme sa vie. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire dans la rivière, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, ne peut pas brûler impunément la forêt. Cette considération du tout ensemble. On va y revenir. On va y revenir à cette encyclique. Donc nous sommes vraiment à l'aise dans cette approche globale à la fois de l'écologie et de la vie humaine dans son ensemble. À vos côtés, Richard Minoungou, bonsoir. Alors, vous arrivez tout juste du Burkina Faso. Merci de nous avoir rejoints en sortant de l'avion quasiment. Vous êtes secrétaire exécutif d'APN Sahel et membre de la Copagène Afrique de l'Ouest. Alors, c'est la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. Rapidement, la Copagène, c'est quoi? C'est le patrimoine humain, des animaux? Qu'est-ce que c'est brièvement? Je vous remercie. Effectivement, je viens juste d'arriver ce matin de Burkina, mais c'est un grand honneur pour moi d'être là à côté de nos éminentes personnalités qui sont aussi à l'avant-garde de la préservation de la vie. Quand la Copagène parle de patrimoine génétique africain, c'est parce que justement, on se dit que le gène, c'est la semence. S'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de vie. Qu'on soit homme, qu'on soit une plante, qu'on soit une céréale, la vie est sacrée. Et nous nous sommes rendus compte que tout était, à travers les grandes firmes internationales, devenu question de certification, question de label, question de... on veut transformer le vivant en une chose commerciale. Et ça, vous luttez contre ça, hein, voilà, avec la Copagène. Nous voulons qu'on respecte la vie à son essence, l'essence de la vie. Tout ça, ça vient de la semence et tout vient de Dieu. On y reviendra à la mission de la Copagène. Et enfin, je termine ce tour de table avec Florian Jaclot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission Région Sahel au CCFD, Terre Solidaire. Alors avant de vous entendre, on va tout de suite découvrir un exemple d'agroécologie en Afrique de l'Ouest, au Mali, avec plus de 15 millions d'habitants sur un territoire 2 fois plus grand que la France. Eh bien, l'agriculture représente dans l'économie malienne 80% des emplois et 30% des exportations. Après la famine du début des années 70, le pays a favorisé l'agrobusiness, mais le Mali reste l'un des pays les plus pauvres au monde. Depuis quelques années, dans l'Ouest, eh bien, des programmes encouragent les petits paysans à cultiver autrement, en respectant les ressources naturelles, des pratiques qui améliorent la qualité de vie des populations locales, comme on va le voir dans ce reportage de Marine Le Boulanger. Pour découvrir la petite révolution agricole qui essaie de se mettre en place au Mali, il faut se rendre dans la région de Kayes, à plus de 600 km de la capitale, Bamako. Dans cette région enclavée, au cœur de la zone sahélienne, il y fait 30 degrés en saison froide et le mercure peut monter jusqu'à 45 voire 50 degrés en saison chaude. La pluviométrie, déjà faible, se fait de plus en plus rare avec le dérèglement climatique. Pourtant, c'est ici, à Alaïma, à une trentaine de kilomètres de Kayes, que Mamadou Camara a installé son exploitation maraîchère. Même le lit du fleuve n'était pas exploité par les villageois. Tellement les gens
n'avaient pas une idée du maraîchage. Aujourd'hui, difficile d'imaginer à quoi ressemblait la terre avant son arrivée. Lui s'est lancé le défi de produire de l'arboriculture pour faire vivre sa famille à la manière de ses parents et grands-parents, sans engrais chimiques, en utilisant les propriétés des plantes pour lutter contre les nuisibles et même en associant des cultures complémentaires. Dans son modèle agricole, existent les engrais chimiques, ces fameux intrants, qui pour Mamadou nuisent à la terre et à la santé. L'utilisation des intrants chimiques qui a commencé, et si je ne me trompe pas, dans les années 70 à maintenant, on a connu non seulement toutes sortes de maladies au niveau de l'homme, mais la dégradation aussi des sols. De moins en moins, les sols sont devenus productifs. La conversion à l'agroécologie est loin d'être une évidence dans le pays. Ici, l'agrobusiness est roi et est soutenu par le gouvernement malien. Depuis les sécheresses répétitives des années 1970, il s'est engagé dans la promotion de l'agro-industrie, à tel point que la zone du delta du Niger est devenue le grenier à riz de l'Afrique de l'Ouest. Cette agriculture conventionnelle commence à atteindre ses limites parce que les coûts de production sont trop élevés. Les producteurs ils se retrouvent avec rien. Aujourd'hui, certaines voix commencent à s'élever et l'agriculture raisonnée trouve de plus en plus de soutien. Exploitants et producteurs s'associent pour donner des conseils techniques et développer des filières de vente pour s'assurer des revenus toute l'année. Tous les produits maraîchers, en tout cas au Mali, sont presque cycliques. Ça veut dire qu'ils arrivent en production au même moment. Quand ça arrive au même moment, on a une grande quantité sous les bras à une période de l'année, mais après, il n'y a plus rien. Cette baisse des rendements affecte les 80% de la population active qui travaille dans le secteur agricole. Conséquence, la simple production de céréales ne suffit plus à faire vivre les paysans. L'autosuffisance alimentaire n'est pas assurée et dans le pays, la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté de 1,25 $ par jour. Loin de le vivre comme une fatalité, des initiatives fleurissent dans la région. À Tombo-Kané, par exemple, l'association des femmes a décidé de lutter contre la malnutrition et pallier les carences alimentaires et s'est lancée dans la production de semences de niébé. Il y a beaucoup de vitamines dedans. Si on ne trouve pas de viande, le niébé peut la remplacer. Même les femmes enceintes, pour éviter les carences, on leur conseille d'en manger. Dans le quartier de Lafiabougou, à Caille, les femmes complètent leurs revenus grâce à la transformation du fruit du baobab, le pain de singe, comme on dit ici, fruit emblématique de la région, mais aussi grâce au gingembre. Au lieu d'exporter les fruits vers le Sénégal pour qu'ils soient transformés là-bas, elles le réduisent en poudre et en font des jus. Elles comptent ainsi profiter de la valeur ajoutée du produit. Ça va extraire le sirop, le jus concentré. Donc on a ajouté 3 litres encore sur ça. Et on a obtenu ce jus. Auparavant, on faisait seulement le sirop. Maintenant, on a vu qu'on peut en sortir un autre produit qui est le jus de gingembre. Donc ça aussi, ça nous a rapporté. Donc avec un seul produit, on obtient 3 produits. Le développement de l'agroécologie est un des défis majeurs du Mali aujourd'hui. Elle vise à assurer des revenus durables aux exploitants et indirectement à permettre aux jeunes de rester au Mali sans qu'ils aient l'envie de prendre tous les risques pour fuir vers l'Europe. Florian Jacquelot, des exemples comme celui-ci, vous envoyez-vous beaucoup sur le terrain au Sahel ? Tout à fait, oui. Une partie du travail du chargé de mission, c'est d'accompagner nos partenaires dans la réalisation et dans l'accompagnement des populations paysannes. Et donc, de nombreux exemples, lorsque je suis en mission, je peux voir. Voilà, par exemple, au Niger, on peut travailler aussi beaucoup sur la restauration des terres. On a parlé de sécheresse et la conséquence des sécheresses, c'est la dégradation et l'érosion des sols. Et aujourd'hui, à travers des pratiques agroécologiques, à travers, par exemple, la création de demi-lunes directement dans les terres, on peut récupérer petit à petit ces terres les rendre plus fertiles, les rendre aussi permettre que l'eau s'accumule dans ces terres et donc petit à petit régénérer un sol. Au bout de 2-3 ans, on peut retrouver un sol. Récemment, en juillet dernier, j'étais dans la région de Tillabéri au Niger et on a visité 3-4 sites
qui avaient déjà eu ces techniques de demi-lune, et puis d'autres qui étaient en cours d'aménagement. Et on voit vraiment des résultats concrets sur plusieurs hectares qui sont récupérés et qui permettent de remettre en culture de céréales et donc bénéficier pour les populations. Ouais. Et ça fait combien d'années que cette dynamique-là, elle est lancée ? Alors beaucoup de choses sont connues depuis longtemps, mais on est depuis quelques années autour de ce concept de l'agroécologie qui va remobiliser un ensemble de pratiques agricoles qui étaient déjà connues. Mais il y a quand même ces savoir-faire qui avaient été parfois oubliés, ces savoir-faire ancestraux. Savoir comment votre grand-père cultivait ou aujourd'hui, c'est des choses que les paysans essayent de retrouver. Se réapproprient. Essayent de se réapproprier, essayent de redévelopper, essayent de les diffuser à l'ensemble des personnes. Et donc ça, c'est des choses nouvelles qui sont vraiment intéressantes et qui sont de plus en plus diffusées. Ouais. Sylvie Beccaris-Pontual, on a bien vu la partie sur les femmes qui transforment les produits. Elles sont aux avant-postes de ces métiers-là en Afrique ? D'une manière générale, elles sont aux avant-postes de tout. C'est une femme qui le dit, mais j'ai entendu la même chose dans la bouche de Monseigneur Mouyengo hier. Oui, véritablement, l'importance des femmes est déterminante, on le sait bien dans le développement. Elles sont reconnues pour ce qu'elles font ? Ce sont elles qui élèvent les enfants, ce sont elles qui vont travailler dans les champs, ce sont elles qui se battent lorsqu'il y a des atteintes à l'environnement. Alors, effectivement, pendant très longtemps, elles n'ont pas du tout été reconnues, il faut quand même le dire. C'est en train de changer, ça ? Oui, je crois, et essentiellement grâce à la société civile. Essentiellement grâce à des associations qui ont favorisé le regroupement de ces femmes, qui leur ont permis de se rendre plus fortes les unes les autres en se rassemblant, en constituant des coopératives, des associations, des réseaux. Et elles représentent aujourd'hui non seulement une force économique, une force sociale, mais de plus en plus, je crois qu'on peut le dire, une force politique. Je vous vois réagir, Monseigneur Mouyengo. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, mais je voudrais d'abord revenir à ces images. Oui. J'ai noté 3 petites choses. Quand je vois ces images dans des coins du monde réputés désertiques, et que quand je vois notre pays, l'Afrique centrale, c'est ce qui me choque. Ce qui me choque. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'arroser, on n'a pas besoin, on a la pluie, on a la terre. Et oui, vous avez plein de richesses dans votre pays. Justement, je crois justement, c'est ça le travail que nous avons lancé, le défi de nous prendre en charge. Justement, vous soulevez quand même ce paradoxe, Monseigneur. Oui. Vous avez toutes ces richesses, bon, elles ont été exploitées aussi par des pays étrangers, on sait, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile encore aujourd'hui de ne pas produire davantage ? Et c'est là où je voulais en venir, justement. Nous avons ensemble ce travail d'aider nos populations à se prendre en charge. Vous dites, nous avons le travail, c'est l'Église, c'est qui ? C'est pourquoi je remercie CCFD qui m'a invité ici. Je suis dans ce travail avec mes diocésains depuis 3 ans que je suis là. Moi, je viens de Kinshasa, une grande ville à l'intérieur. Mon premier choc, c'était cela. Que nous avons beaucoup de ressources. Face à ces ressources, mais la population est pauvre. Voilà. Il faut la remettre au travail. Pas, il faut former. Il faut former. La population. Par exemple, par rapport aux femmes, quand vous passez dans notre zone pastorale, au Vira, les femmes travaillent beaucoup, produisent beaucoup, mais il y a 2 choses qui manquent, la transformation et la conservation. Cela veut dire qu'elles se mettent sous le soleil toute la journée pour vendre, et les œufs vendus, on les jette dans la nature. D'accord, il y a des pertes. Et c'est là où... Et pourquoi ce travail-là n'est pas encore amorcé ? C'est justement le travail que nous avons commencé à chercher à faire avec nos partenaires. Voilà. Comment aider ces femmes qui prennent en charge pendant les 25 dernières années de crise ici, la vie, chez moi, tient de la femme. D'accord. Qui nourrit les enfants, qui les font étudier parce que le chômage, le taux de chômage, c'est pas ça. Donc, si on peut les aider dans la formation d'abord, en cultivant plus, en travaillant plus,
en transformant et surtout en conservant, je crois qu'on fera un grand travail, un début de développement passerait par là. Richard Minungou, vous êtes d'accord avec ce que dit Monseigneur Mouyengo? C'est la formation qui est vraiment un enjeu majeur pour le développement, la formation des femmes notamment, mais pas uniquement, j'imagine. Oui, bon, tout à fait. Mais vous savez, le film a été réalisé au Mali. Qu'est-ce que vous observez, vous, puisque c'est dans le contexte sahélien. Voilà, c'est pour dire que c'est des expériences qui sont valables pour l'ensemble des pays sahéliens, l'ensemble de la zone ouest africaine. C'est les mêmes peuples, c'est les mêmes cultures. On fait face aux mêmes défis. Et justement, la nature a fait ce qu'elle fait. Maintenant, il faut savoir s'adapter et utiliser les ressources qu'on a localement pour pouvoir évoluer. Que l'on soit homme ou femme, c'est d'abord ça. Donc, justement, il faut savoir quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour vous en sortir. Aujourd'hui, c'est une transition. Ça veut dire que c'est ce que vit l'Afrique, là, une transition. C'est une transition. Sur ce plan-là, agricole? Oui, sur le plan agricole. C'est-à-dire, comment vous pouvez nous expliquer ça? Oui, parce que l'Afrique a connu beaucoup d'étapes dans l'évolution de son agriculture. Je sais que des années 70 jusqu'à 80, bon, on a connu vraiment des périodes de sécheresse, on a connu des famines. Qui existe encore aujourd'hui. Voilà, mais la solution en son temps, on avait dit qu'il fallait utiliser la mécanisation agricole, les intrants outrances qui allaient doubler ou multiplier les rendements agricoles pour pouvoir nourrir valablement l'Afrique. Toutes ces expériences se sont avérées infructueuses parce que peut-être que pour les premières années, en intensifiant la production, on peut récolter, mais les années qui suivent, c'est le désastre. Parce que vous avez les effets néfastes des pesticides et autres. Vous avez sur le long terme, ça n'est pas viable. C'est pas viable. C'est pourquoi je parle de transition. Tout le monde a compris. Hein? Que ce soit les scientifiques ou les agriculteurs, ils ont compris qu'il fallait changer de méthode. Donc aujourd'hui, on parle d'agroécologie, pas en termes d'invention, mais en termes de revalorisation de pratiques qui existaient de façon naturelle. D'accord, c'est un retour à quelque chose qui existait. C'est une reconnaissance de l'agroécologie comme meilleure pratique de production qui nourrit durablement, qui permet de produire durablement et de nourrir sainement la communauté. Parce que quand vous m'avez posé la question, quand je regarde le film, le monsieur, il dit que les gens utilisaient les pesticides, etc., etc. Ils se sont rendus compte des limites. Des limites. Quand on dit limite, c'est sur l'impact sur l'environnement, l'impact sur la santé, les impacts économiques. Vous passez votre temps à acheter des intrants, à vous empoisonner, et la plus-value n'existe pas. Mais en revenant à des pratiques simples, respectueuses de l'environnement, ça veut dire qu'on utilise les ressources du milieu et on travaille dans une approche systémique qui intègre beaucoup de valeurs et qui permettent vraiment à l'homme d'être en conformité avec la nature. La nature nourrit l'homme, l'homme nourrit la nature. Sylvie Bucari-Pontual, c'est cette prise de conscience aussi, le CCFD l'a faite, parce que vous vous êtes engagé sur l'agroécologie depuis quelques années. Racontez-nous, vous en avez vu la nécessité ? Impérativement, et je dirais, on en a pris conscience avec nos partenaires du Sud. C'est eux, véritablement, et c'est à eux qu'il faut demander, car c'est eux qui nous ont réveillés sur cet enjeu-là, et quelque part, qui nous ont amenés à rééquilibrer le partenariat vers une véritable réciprocité. Ils nous ont appris ce retour, je ne sais pas même s'il faut parler de retour, mais en tout cas cette prise de conscience que ces pratiques qui avaient été expérimentées depuis finalement des siècles, étaient des pratiques qui étaient soucieuses de la préservation de l'environnement, de la préservation de la nature, de l'équilibre de la reproduction, des cycles finalement de croissance de la nature et donc du respect de la création d'une manière plus générale. Et ce dont nous pouvons témoigner, ce que nous expérimentons aujourd'hui au CCFD Terre Solidaire avec nos partenaires, c'est qu'au fond, cette connaissance
connaissance, cette sagesse qu'ils nous ont partagée, ils nous permettent d'en profiter aujourd'hui, ici, sur notre territoire, puisque nous expérimentons des échanges entre agriculteurs de pays du Sud et nos agriculteurs ici, dans les territoires français. Je trouve que c'est magnifique parce que c'est pour moi vraiment le vivre ensemble, la solidarité vécue de part et d'autre, pas à sens unique, pas comme toujours on le perçoit ici dans le Nord, nous allons aider nos partenaires du Sud. Non, nous ne les aidons pas, nous réfléchissons, nous travaillons avec eux, nous vivons avec eux, et la réciprocité se fait dans les deux sens. Monseigneur Mouyengo, on en revient à Laudato Si. Comment cette encyclique elle doit se comprendre concernant l'agroécologie ? Merci pour la question. Je sais que vous avez travaillé le sujet, vous nous l'aviez dit. Moi, je trouve vraiment cette encyclique providentielle. Oui. Je vais m'expliquer. Avec la COP 21, je viens de milieu de l'enseignement. Pendant 10 ans, j'ai traîné une peur. J'ai écrit un petit livre, Éthique et génie génétique, à partir de la technologie des OGM. Les organismes génétiquement modifiés. Et à part l'aspect théologique et tout ce que vous voulez, j'ai extrait cet article dans une grande revue qui a pris d'audience chez nous, Congo-Afrique, où l'article s'intitulait « OGM, chance ou menace pour l'agriculture africaine ». Il y a, je crois, 10 ans. On a eu beaucoup de débats là-dessus. Même à un moment donné, au Vatican, on s'est interrogé si finalement, pour nourrir le monde, il ne fallait pas passer par les OGM. Voilà. Et moi, dans le milieu où je défendais ce que je crois être la cause de l'humanité, on me traitait de conservateur. Parce que vous étiez plutôt anti-OGM. Oui. D'accord. Aujourd'hui, tout le monde en revient. Justement, Richard Binungou, il y a une expérience concrète. Je fais juste un lien avec. Je cite cet exemple de Burkina. Les OGM, puisque le Burkina Faso a vécu cette expérience-là, notamment pour la production de coton. C'est ça. Qu'est-ce que ça a donné, en fait ? Bon, disons que c'est d'ailleurs l'introduction de ce coton-là qui a engendré la copagène dans sa forme actuelle, qui comprend 9 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le coton BT a été introduit dans les années 2003 grâce à la bénédiction de notre ancien gouvernement. Et on nous avait fait comprendre que c'était la solution pour booster la production de coton, augmenter la richesse au niveau non seulement des producteurs, mais pour le produit intérieur brut du Burkina Faso. Et déjà, en 2003, effectivement, ils avaient commencé les expérimentations. La Copagène s'est positionnée comme une coalition qui devrait éclairer les communautés, éclairer les producteurs face aux dangers que cette approche-là représentait pour l'agriculture familiale, pour l'agriculture vraiment dans le sens large du mot, puisque de toute façon, en introduisant le coton, on savait bien que d'autres semences allaient intervenir dans le même domaine. Donc, qu'est-ce que ça, pour répondre à votre question, entre 2004 et 2013 actuellement, on a été mis devant la réalité. Les producteurs se sont endettés, ils sont devenus plus pauvres. L'environnement était pollué par des pesticides. On leur disait qu'avec le coton BT, on n'avait pas besoin d'herbicides ni de traitement. Et que souvent, il suffisait de traiter une seule fois. Et il y a un film qui montre le témoignage des producteurs de coton. Vous traitez 2, 3 fois même. Et vous multipliez le coût des traitements. Vous achetez les semences. Et vous vous endettez. À la fin, quand vous faites le bilan, vous perdez sur tous les plans. Et ça, oui. Et puis,
Parce qu'il y a l'empoisonnement. Quand je parle de l'empoisonnement, il y a l'environnement, il y a les animaux qui meurent, il y a les hommes qui piquent des cancers ou d'autres se suicident, il y a la contamination des champs, ce qu'ils avaient appelé des refuges, qu'il fallait mettre à côté des champs OGM. Donc c'est un drame, en fait. Je ne sais pas si c'est une catastrophe. C'est dramatique, c'est un suicide collectif qu'on a tenté d'organiser. Et les paysans se sont rendus à l'évidence et ils ont rejeté ce coton BT. Actuellement, il a été annulé, supprimé carrément du Burkina Faso. Et puis bon, les gens sont en train de repartir au coton conventionnel. Florian Jacquelot, on comprend bien là que voilà, cette expérience, c'est faite, c'était avec, il y a des chiffres, voilà, le gouvernement qui a implanté cette démarche. Mais comment ça se passe, le travail justement avec les autorités d'un pays? Est-ce qu'il y a une discussion? Est-ce que les pouvoirs en place ont ce souci-là de l'agriculture? Ou c'est variable, j'imagine, d'un pays à l'autre? Ça va être très variable d'un pays à l'autre. C'est vrai qu'à l'époque de l'introduction du coton BT au Burkina, ce n'était pas du tout d'actualité. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont beaucoup plus écoutés à travers ce que fait la Copagène et d'autres organisations. Voilà, par exemple, récemment, un moratoire pour les OGM a été présenté au gouvernement et des discussions sont pour. Dans d'autres pays, par exemple au Mali, il y avait eu la même démarche de vouloir introduire le coton et derrière la mobilisation des paysans, un moratoire avait été décidé dès 2008 et donc le coton BT, le coton OGM ne s'est jamais introduit au Mali. Donc on a des paysans qui, quand ils se mobilisent, en fait, ont des capacités de dialogue avec l'État face à la pression. Mais on a aussi quand même beaucoup des pouvoirs publics qui n'écoutent pas et qui proposent des politiques publiques plutôt comme montrait le reportage sur la promotion des investissements privés, la promotion de l'agro-business, et ça pose un réel problème aujourd'hui. 80% de ces populations sont paysans, ont besoin d'être soutenus, mais la plupart des pouvoirs et des programmes développés par l'État ne répondent pas à ces objectifs, en particulier vis-à-vis de celui de la promotion de l'agroécologie. Et rappelons-le, Sylvie Bucari-Pontual, c'est finalement ces petits producteurs qui souffrent le plus de la faim, même si ça peut apparaître comme un paradoxe dans ces régions, à travers le monde, c'est à peu près 70% de la population qui souffre de la faim, ce sont ces personnes-là. Donc c'est eux qu'il faut aider, ce sont ces acteurs-là. Tout à fait. Non seulement leur permettre d'assurer leur autonomie alimentaire, ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, garantir leur sécurité alimentaire et donc leur droit à l'alimentation, mais faire un peu plus que cela, c'est-à-dire leur permettre aussi de pouvoir vendre une partie de leur récolte pour pouvoir progresser, développer, donner accès à l'éducation à leurs enfants, à la formation, pouvoir éventuellement transformer la matière première parce qu'on sait que c'est le moyen de développer un peu plus leurs ressources et contribuer au fond au développement économique de leur pays. Donc oui, c'est un enjeu majeur. Le CCFD Terre Solidaire essaie d'appuyer les organisations qui vont dans ce sens-là. Et pour cela, il me semble que je citerai juste 2 exemples. Ce n'est pas seulement travailler sur l'agroécologie et aider au développement de l'agroécologie, mais ça peut être tout simplement d'aider ces petits agriculteurs à se fédérer, à se constituer en réseau pour défendre leurs droits, revendiquer leurs droits, notamment pour se protéger de ce qu'on appelle l'accaparement des terres. On n'en a pas encore parlé, mais qui est un phénomène qui est mondial. C'est les entreprises multinationales qui récupèrent des Tout à fait, et ce n'est pas qu'en Afrique, ce n'est pas qu'en Amérique latine, ce n'est pas qu'en Asie. Il faut savoir que le phénomène nous touche de plein fouet actuellement en France, on n'en est pas conscient, mais il faut le savoir. Je dirais que c'est une espèce de lame de fond qui pose véritablement problème. Donc, aider les petits agriculteurs à se fédérer pour pouvoir revendiquer leurs droits, se protéger de cet accaparement des terres, exiger des autorités politiques. C'est possible, on se dit, ces petits paysans face à ces grosses entreprises. C'est possible. Oui, c'est possible. Je peux citer deux exemples. Un au Brésil, dans l'État du Paraná, dans le sud-est du Brésil, où le CCFD Terre Solidaire, depuis une vingtaine d'années, appuie des petites organisations locales, les a amenées à se fédérer en réseau à l'intérieur de l'État,
puits de manière interétatique au Brésil, tout simplement pour ça, pour pouvoir lutter contre les multinationales, pour se protéger de l'accaparement des terres. Et ça marche. Ça marche parce qu'ils ont réussi à protéger leurs terres, ils ont réussi à créer des écoles de formation pour leurs jeunes, pour accroître la compétence, l'expertise des jeunes, pour qu'ils puissent pratiquer l'agroécologie, qui est malgré tout peut-être plus complexe que l'agriculture traditionnelle. Par contre, je ne dis pas que ça marche à tous les coups et que c'est sans danger. Et en particulier, face aux changements politiques des dernières années au Brésil, ces petits agriculteurs sont vulnérables. Ça, c'est clair. Autre exemple, très différent, autre continent, l'Indonésie, donc en Asie, sur l'île de Java, dans ce pays qui est le plus grand pays musulman du monde, on a aussi des petits agriculteurs. Ces petits agriculteurs, eux, sont confrontés à des difficultés pour faire pousser avec des rendements corrects le riz. C'est la nourriture de base là-bas. Eh bien, et c'est là où je vous dis que les échanges entre ces petits agriculteurs sont essentiels et qu'il faut appuyer le développement de ces échanges. Ils se sont inspirés de méthodes inventées par un jésuite agronome à Madagascar. Ils ont mis en œuvre cette méthode de riziculture intensive et ils ont réussi en l'espace de 2-3 ans à doubler, voire tripler leur production annuelle. Ce qui veut dire qu'ils ont réussi non seulement à assurer l'autosuffisance de leur famille, mais en plus, ils ont pu dégager un surplus qu'ils peuvent commercialiser. Et du coup, ils peuvent créer des dynamiques de développement, de formation de leurs enfants qui sont immédiatement beaucoup plus grandes. Et on voit finalement les dynamiques qui s'amorcent, qui permettent à une région de se développer petit à petit. Alors on revient sur ces perspectives de l'agroécologie. L'agroécologie peut-elle aussi aider des populations à construire un avenir dans leur propre pays? C'est la question de la migration. On va écouter le témoignage de Siré Soumaré. Dans les années 70, comme beaucoup de jeunes de la vallée du fleuve Sénégal, il fuit le Mali pour la France, où il travaillera 5 ans dans le bâtiment et la métallurgie. En 1973, il voit à la télévision des images de sécheresse et d'enfants squelettiques en Afrique de l'Ouest. Il décide alors de retourner en Afrique pour agir. Après s'être formé chez des agriculteurs français, il démarre au Mali avec 13 autres émigrés un projet d'agriculture irriguée au bord du fleuve Sénégal, sur des terres fournies par l'État. Et bien, c'est comme ça que l'aventure a commencé, à une vingtaine de kilomètres de Caille. On l'écoute. L'État malien nous a alloué 60 hectares. Dès le début, on a commencé avec les choux, les salades, les tomates, les oignons, les aubergines. Bon, c'est après 5 ans après qu'on a varié, qu'on a introduit la banane. Et on a associé à cela, on a associé l'élevage aussi, les petits ruminants et les bovins qui nous procurent du fumier pour engraisser nos champs. Et on dépend très peu de l'engrais chimique. On était 14 qui ont formé le village, mais aujourd'hui on a à peu près 200 personnes dans le village. Depuis une quarantaine d'années, on vit essentiellement de notre travail. Quand on venait, vraiment la production maraîchère dans la région n'était pas vraiment développée. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ça a fait tache d'huile. Il n'y a pas un village aujourd'hui où il n'y a pas un périmètre irrigué. Il n'y a pas un village aujourd'hui où il n'y a pas une association des femmes, une association des jeunes qui s'adonnent au maraîchage. Monseigneur Mouyengo, voilà des exemples comme ça où on voit quelqu'un qui est d'abord parti tenter sa chance en Europe et qui revient en Afrique et qui arrive justement à se construire une vie et à faire vivre d'autres autour de lui. Est-ce que vous encouragez ce type de démarche, justement? Parce qu'on en parle peu de l'aspect migratoire, en fait, la conséquence justement de la pauvreté dans vos pays. Si vous permettez, je vais faire un peu marche en arrière. Hein. Quand je vois toutes ces images, je reviens moi à l'image de chez moi, je dis, la nature nous a tellement gâtés que dans mon pays, je n'accuse personne, je n'accuse pas le gouvernement, on n'a pas une politique agricole. Il n'y en a pas. Depuis l'époque de Mobutu, on a toujours un slogan qui dit « Agriculture, priorité des priorités ». Mais il n'y a pas eu vraiment d'investissement dans l'agriculture. Je me souviens avoir lu un ingénieur belge en 1958, c'est l'année de ma naissance, qui disait qu'on peut nourrir toute l'Afrique
à partir de la terre du Congo. À un moment donné, il a fallu mobiliser le monde entier pour nourrir le Congo et l'Afrique. Nous avons des ressources. Nous avons des ressources. Comment vous expliquez ça? Je vous dis, il n'y a pas une politique. C'est la politique. Oui. L'absence de volonté là-dessus. Il y a quelques actions isolées, mais l'encadrement de la population. Heureusement pour nous, la nature est tellement généreuse que les gens vivent de l'agriculture, de l'organisation des gens. Il y a des endroits où on a abandonné la culture parce qu'il n'y a pas de route pour évacuer. À quoi sert de produire plus si on ne peut pas évacuer? Alors on produit pour chez soi. Alors je reviens à votre question. Je ne sais pas si c'est vous, via TV5, qui avez fait un reportage des gens qui quittent l'Afrique pour venir ici. Presque 7 mois en chemin entre le Mali et le Sénégal pour arriver vers Libye là-bas. Et ces gens payent de l'argent. Quelqu'un a témoigné, il a perdu dans le désert 15 000 € pour venir en Europe. Avec 15 000 €, on peut s'organiser et faire quelque chose. Alors je suis très admiratif par rapport à ces groupes-là. Et moi, je crois une des solutions pour gérer tous ces débats autour de l'immigration, c'est cela. Aider les gens à investir chez eux et que si on veut venir en Europe, qu'on vienne pour le tourisme. Il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources chez nous. Donc c'est vraiment un défi majeur. Et on ne fait pas attention. La première ressource d'une population, c'est la terre. Chez moi, à cause de la pauvreté, beaucoup de gens sont en train de vendre leur terre. Et moi, je dis toujours à mes jeunes, à mes diocésains, votre richesse, c'est d'abord la terre que vos parents, vos ancêtres vous ont laissée. Pourquoi ils vendent? À cause de la pauvreté. Oui. À cause de la pauvreté, il n'y a pas d'encadrement de population pour qu'ils restent là. Et aujourd'hui, nous sommes menacés justement par des gens qui veulent pratiquer vraiment agro-business, qui achètent des terres. On se réveillera demain, on n'a plus rien. Donc il faut une politique, ce qu'on disait le matin, solidarité universelle. Comment aider le pauvre à rester chez lui avec cette ressource de la terre? Et je crois qu'on peut sortir le monde de la faim. On peut, je crois. Sylvie Bugarit-Pontual, est-ce que les chrétiens ont une vocation spécifique justement pour aider, pour encourager un petit peu ces démarches-là? Je renverrai à Matthieu 25. Je pense que là, accueillez l'étranger finalement. J'étais nue, vous m'avez habillée, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Si le CCFD Terre Solidaire s'est engagé aux côtés de ses partenaires du Sud, c'est pour répondre tout simplement à cet appel qui est d'autant plus aigu. Le pape François l'a rappelé récemment à l'occasion du mercredi des cendres, qui est d'autant plus aigu en ce temps de carême. Au fond, c'est un temps particulier où nous sommes appelés à lutter contre les injustices, à nous engager politiquement, socialement, pour essayer de remédier à ces inégalités croissantes un peu partout dans le monde. On le voit bien, à commencer par notre pays. Donc oui, très clairement pour moi, les chrétiens doivent être aux avant-gardes de ce cheminement que nous devons faire avec ceux qui sont venus chez nous, y ont trouvé asile, y ont trouvé accueil, en dépit de toutes les difficultés actuelles que nous connaissons bien. Et nous avons aussi, je pense, un devoir de les accompagner pour, au fond, les appuyer quand ils ont cette aspiration. Et le petit film que nous venons de voir le montre, de finalement contribuer au développement de leur propre pays. Et ça fait très longtemps que le CCFD s'est engagé à appuyer ici des associations de personnes d'origine immigrée qui réinvestissent une partie de ce qu'elles gagnent ici en France dans leur pays pour contribuer au développement de leur pays. Je pense que c'est un défi essentiel, effectivement. Alors, Richard Minengou, Florian Jaclot, dans ces zones d'Afrique où il y a une population musulmane importante, est-ce que les chrétiens plutôt minoritaires peuvent travailler aux côtés des musulmans pour contribuer à ce développement de l'agroécologie dans leur pays? Richard?
Oui, bon, dans notre zone d'intervention, en Afrique de l'Ouest, les musulmans et les chrétiens ont toujours vécu ensemble. C'est des préoccupations qu'ils partagent. Oui, parce que de toute façon, quand il est question de famine, de changement climatique, de santé, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de survie. Donc, les gens doivent être solidaires et surtout mettre leur foi en avant. Parce que la foi n'est pas l'apanage d'une religion, c'est Dieu qui est au centre de tout. Et je pense que les Africains ont beaucoup compris qu'il fallait intégrer. Mais dans ça, c'est le chrétien qui doit donner le meilleur exemple et impulser ce genre de dialogue. Puisque même s'il est minoritaire, il doit pouvoir donner l'exemple à travers justement l'application des systèmes durables justement de production, aider les gens à comprendre les enjeux du moment, que ce soit à l'église, que ce soit en communauté, que les gens comprennent que l'agroécologie est la seule solution pour nourrir durablement le monde. Et si vous avez remarqué, mon cher peut le témoin, dans les milieux où il y a plus de difficultés à se nourrir, à se soigner, où il y a même des guerres, ce qui sauve les gens, c'est leur foi. C'est ça qui les encourage. Ils savent que, quelle que soit la complexité de la solution, du problème, c'est Dieu qui est le dernier recours pour aboutir à quelque chose de durable. Et je pense que chez nous, les chrétiens et les musulmans travaillent ensemble dans les mêmes périmètres maraîchers. Ils exploitent les mêmes ressources en eau. Ils aménagent les terres ensemble. Florian a parlé tantôt de demi-lune. Nous développons tellement de technologies avec les paysans. Et j'aimerais bien qu'on mette l'accent sur l'agroécologie paysanne, parce que l'agroécologie n'est pas perçue par les agro-businessmen et les multinationales de la même manière que nous l'apprécions. Voilà. Parce qu'au niveau de la Copagène, et je sais que c'est la même manière de penser du CCFD, c'est pourquoi ils nous accompagnent. La famille est à la base de la société. Et la religion, la foi chrétienne aussi, c'est ça. La famille est la cellule. Et c'est par cette cellule qu'on peut influencer, qu'on peut insuffler le développement. C'est ce que vous voyez, vous aussi, Florian de Jaclot, c'est vraiment, ça part de la famille qui est le point de départ. Et peut-être aussi, dites-nous, est-ce qu'il y a des choses qui bloquent? Ça fonctionne pas? Voilà. Où est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Tout à fait, ça part de la famille. Après, c'est pouvoir diffuser à l'ensemble des familles, à de nombreux... Former les gens, former des gens qui sont aussi plus reculés. Entre être à Caille ou être à 100 km, beaucoup plus dans la campagne, c'est quand même beaucoup plus difficile d'avoir accès à de la formation, à de l'accompagnement par des associations, des organisations paysannes. Et puis c'est aussi, on parlait des savoir-faire traditionnels pour certains, ou des techniques traditionnelles. Pour certaines, elles sont positives et elles permettent des choses. Après, il y a aussi quand même des choses qu'il faut faire évoluer. Par exemple, la question des droits et le droit des femmes ou le droit des jeunes est pour nous important. On parlait de la région de Caille qui aujourd'hui est depuis de nombreuses années une zone d'émigration vers la France importante. Et c'est vrai qu'il y a encore des difficultés pour les femmes, pour les jeunes d'avoir accès à des terres. Et donc nos partenaires travaillent beaucoup sur ça, accompagner dans les villages les gens à laisser les jeunes accéder à la terre et peut-être faire cet investissement pour qu'ils puissent produire du maraîchage et avoir un espoir de rester, de développer une activité économique sur place. D'accord, donc c'est tout un processus. Voilà, tout à fait. Monseigneur Mouyengo, on en revient à Laudato Si. Est-ce que ça a permis de développer des bonnes pratiques? Est-ce que ça s'est diffusé aussi dans les communautés chrétiennes? Moi, je voudrais d'abord revenir sur quelque chose d'important. Dites-nous. La terre n'a pas de religion. Ça, c'est sûr. La terre n'a pas de religion, la faim n'a pas de religion. Voilà. Je voudrais revenir à cette dimension de la foi. Hier, j'ai eu l'interview avec RFI, avec la Croix. J'ai dit quelque chose que je retrouve dans ma méditation le matin avec le livre de Monseigneur Joseph Doré. Quelque part, une phrase qui m'a impressionné, mais que j'ai prononcée hier sous d'autres contextes. Il dit « Dieu s'étonne de l'espérance de son peuple ». Hier, je disais, parce qu'après l'émission, la dame Geneviève Delory me dit finalement,
qu'est-ce qui est de positif chez vous? Je dis le positif, c'est l'espérance du peuple. Quand je vois toutes ces mamans qui nourrissent une ville de Kinshasa avec des légumes, ce qu'on appelle les mamans maraîchères, elles n'ont aucun crédit. Quand je vois comment elles vendent tout cela sous le soleil, sous la pluie, pour faire nourrir leur famille, je dis c'est cela que nous devons améliorer pour sortir des difficultés. Et ça inspire Laudato Si? Voilà. Oui. Et c'est ça Laudato Si. Oui, cet outil-là. Animer, je l'ai dit dans mon commentaire de Laudato Si, animer l'espérance des peuples. Entre autres, ces petits milliers de femmes, ces jeunes, leur montrer la valeur de la terre. Un ami rwandais m'a dit, un ami burundais m'a dit, vous Congolais, vous ne connaissez pas la valeur de la terre parce que vous avez beaucoup de terres. Il dit, moi j'ai 10 kilomètres, 10 hectares, vous ne pouvez pas vous imaginer que c'est une richesse. C'est ça le travail que nous commençons à faire, avec comment montrer l'importance de la terre. Alors je reviens à votre question. Laudato Si, ça fait presque 1 an et demi. Nous sommes encore à ce travail de vulgarisation. Ça manque aussi beaucoup dans l'Église. Il y a beaucoup de documents depuis Vatican II. Nous les utilisons. Il y a une pédagogie. Oui, nous les utilisons nous dans nos cours, dans nos grandes conférences. Moi, je dis la science est d'abord vulgarisation. Donc, vulgarisation. C'est l'approprier. Hein? C'est l'approprier. Et c'est comme ça que je suis très content qu'on parle de tout ça sur les antennes. Bon, Laudato Si est sorti. Chez nous, à la faculté de théologie à l'Université catholique, on a fait une grande conférence. Mais si on peut permettre aux paysans de s'approprier par les textes, l'esprit de cette encyclique qui montre que nous sommes un avec la terre et notre première ressource, c'est la terre, je crois qu'on gagnera beaucoup, on aidera beaucoup. Oui. Le dernier mot pour terminer, Sylvie Bucari-Pontual, on parle de la faim dans le monde, qu'on éradiquera un jour. En tout cas, c'est ce que nous a dit l'ONU il y a quelques années. On en est où? Est-ce qu'on en est proche de ça? On a certainement fait des progrès. On a fait des progrès parce qu'il y a moins de gens qui meurent de faim. On pourrait espérer qu'il y a moins de gens qui sont sous-alimentés, mais malheureusement, avec la recroissance des inégalités, il est vraisemblable que ce nombre va à nouveau augmenter si nous ne prenons pas en main tous, parce que Laudato Si nous dit que tout est lié, et donc tous nous sommes liés par ces enjeux, par ces défis, et donc la seule manière de les résoudre, la seule manière de les relever, c'est effectivement de vivre pleinement cette solidarité universelle. Et moi, j'aurais envie de terminer par ce qui habite le pape François, qui ne cesse de répéter que, au fond, la richesse des petits, c'est l'espérance. Eh bien, avec les petits, nous sommes capables de relever ces défis dans l'espérance, et j'ajouterais, parce que c'est quelque chose qu'il dit souvent, dans la joie. Voilà. Merci à tous les quatre, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et donc, on peut retrouver cette émission, bien sûr, sur notre site ktotv.com. Rappelons que l'animation de la campagne de Carême a été confiée par l'Église de France au CCFD. Pour soutenir les projets du CCFD, voici l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Et sachez également qu'une quête aura lieu dimanche 2 avril dans toutes les paroisses. Très bon chemin vers Pâques à tous. À très bientôt. Au revoir.